Donc, autour de la table, Bénédicte Thilloy. Salut Bénédicte. Bonjour Stéphane. Fondatrice de 10h32, ex-membre du COMEX de la SNCF. Philippe Wechter. Bonsoir Stéphane. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management. Et Léonidas Kalogiropoulos, président fondateur de Médiation et Arguments et vice-président du mouvement patronal éthique. Alors, c'est vrai que c'est la une du Figaro, là, ce matin, pas mal d'organisations patronales vont cette semaine auditionner les candidats ou un certain nombre de leurs concours, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai vu, il y a Éthique, il y a Croissance Plus, il y a France Invest, il y a le MEDEF, il y a le METI, les entreprises de taille intermédiaire. Donc les gars, on ne voit pas... Voilà. Non, mais les gars sont pas toujours disponibles pour y aller en personne. Ah si, ils viennent, oui, bien sûr. Et je crois qu'Éthique, vous voulez pas recevoir... On a voulu recevoir tout le monde. Hein. Même Poutou, Artaud, tout ça, ça t'intéresse? On a demandé à tout le monde. D'ailleurs, on va recevoir, j'en suis très heureux, comment s'appelle notre candidat communiste, dans le nom Roussel. m'échappe. Voilà, Roussel va venir. Je pense le roussellement, tu sais, c'est ça. Merci pour ce système mémotechnique. Non, en revanche, c'est vrai que Mélenchon ne veut pas venir voir Éthique. Et il y a, c'est Mélenchon qui ne veut pas. Oui, c'est Mélenchon qui ne veut pas. Je pense qu'on arrivera à se remettre. Mais on l'accueillerait, on l'accueillerait volontiers. C'est pas notre... À la limite, tiens, on peut juste demander votre sentiment là-dessus, parce que moi, c'est un sentiment que j'ai forgé dans ma carrière à organiser des débats. Et à un moment, on parle plus la même langue. En fait, on peut pas débattre. Un astrophynicien qui te dit que la Terre est plate. Oui, mais je pense que c'est finalement, très intéressant le débat avec Stéphane Roussel, parce que il me semble qu'il y a eu deux gauches. Fabien Roussel, merci. Fabien Roussel. Camarade, la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €. Hein. Oui, mais il y a, je pense, des questions importantes à lui poser, et notamment parce qu'il propose les 32 heures, et je pense que ça a été un moment de cassure de la gauche. Il y avait une gauche que le Parti communiste représentait, qui était une gauche du travail, une gauche véritablement du prolétariat. Et il y a eu une gauche qui a voulu remettre en cause la valeur travail et qui s'est attaquée aux 35 heures. Et c'est le moment où la gauche a reculé. Et je suis très étonné que le Parti communiste ait repris cette antienne de la baisse du temps de travail. Je pense qu'elle est étrangère à l'ADN du communisme, que je connais assez bien. Qui est productiviste. Absolument. Industriel, nucléaire. Voilà. Absolument. Voilà, cette culture du Parti communiste, elle est très profondément ancrée dans l'histoire politique française. Et donc, il devrait revenir à 40 heures, payer 40, en fait, lui. Oui, et ça, c'est logique, parce que la grande difficulté des 35 heures ou des 32 heures, c'est que lorsqu'on a beaucoup de loisirs et qu'on n'a pas le moyen d'offrir quoi que ce soit à sa famille et à ses enfants, ça n'apporte pas grand-chose dans le progrès du prolétariat. Mais voilà, Bénédicte, elle les connaît bien. C'est un débat qu'on a besoin d'avoir. Parce qu'elle a travaillé avec la CGT oui, je pense que pendant des années. Moi, je suis assez d'accord avec cette vision. C'est-à-dire, de toute façon, il y en a qui procèdent de la 3e internationale, d'autres de la 4e. En fait, on a le communisme, en fait, est à l'aise avec la relation avec les capitalistes. En fait, ils se sont construits en opposition de phase avec eux, mais en fait, ils adhèrent avec la logique. En fait, ils sont bien dans la logique du moment qu'ils ont les arguments pour la contredire. Voilà. Et c'est vrai. Ça s'appelle la dialectique. Exactement. Oui, cher en communisme. Exactement. Philippe, alors toi aussi, tu as été biberné avec Karl Marx, mais Philippe a lu Karl Marx et nous dira que c'est sans doute l'une des analyses du capitalisme les plus fines. Oui. Qui n'ait jamais été produite, Philippe. Oui, bien sûr, mais il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu d'autres, mais enfin, l'intérêt de Karl Marx, c'est le premier qui soulève le bord du tapis et qui dit, voilà, les choses peuvent se passer un peu autrement. Et c'est ça qui est intéressant. Le souci, c'est que souvent, on est resté là, alors que le monde a évolué. Mais en fait, la difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est que l'autre gauche, en fait, est beaucoup plus clientéliste. Et donc, à un moment donné, il y a une concurrence qui se fait dans les entreprises. Et ça a été, par exemple, à la SNCF, le débat il est en permanence entre la CGT et Sud, qui, en fait, est en permanence dans la surenchère. Et donc, laisser à Sud ou laisser aux trotskistes le soin d'intervenir sur moins de travail, avec des heures mieux payées, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux, parce qu'en fait, ils perdent
clairement des parts de marché, en fait. Oui, mais non, mais il y a aussi... Attends, parce que... Non, mais non, mais il y a tout simplement moins d'ouvriers, moins de production, moins d'industrie. Oui, Léonidas. Il y a plus d'employés, effectivement. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ce mouvement-là fait que désormais la gauche est une portion congrue de l'électorat français. Enfin, c'est quand même... Alors tu vas me dire si... moins d'un électeur sur 5. Voilà, mais moins d'un électeur sur 5, c'est absolument historique. Et je pense que que le début de ce déclin, c'est effectivement les 35 heures avec Jospin. Et petit à petit, il y a eu quelque part l'absence de résultats lié à ce qui devait être un grand tournant, une grande révolution, et qui a fourni quoi une espèce d'appauvrissement généralisé. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a quelque part l'absence de démonstration de résultats. Et donc c'est une nouvelle gauche qui va apparaître. Et en tous les cas, elle n'est pas encore au rendez-vous de cette élection. Et je pense que ce débat que l'on aura avec Fabien Roussel va être absolument passionnant. Non, mais moi, je pense que là-dessus, effectivement, il y a eu une bataille de clientèle, si je puis dire, mais avec une CGT qui a eu du mal à se renouveler. C'est-à-dire qu'elle est restée sur des principes assez anciens qui ne collaient plus à l'heure du temps. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement le temps de travail diminuer tendanciellement et il y a eu un décalage entre ce que eux prenaient et ce que d'autres, comme Sud ou la CFDT, pouvaient prôner. Et donc, d'un seul coup, ce côté un peu lourd de la CGT est apparu trop lourd et pas tout à fait dans l'air du temps. Alors, c'est pyramidal. Ils sont pyramidaux, comme les entreprises industrielles historiques le sont. Et en fait, d'une certaine manière, ils sont à l'aise avec une organisation de l'entreprise très hiérarchique, très en caste, parce qu'en fait, ils la connaissent et ils savent gérer ce type d'entreprise. Les entreprises plus libérées, avec une horizontalité, en fait, ils sont très très mal à l'aise en fait avec cette logique. Mais la CGT, enfin, tu peux très très bien discuter avec la CGT Mine Énergie, tu peux très très bien discuter avec la CGT Métallurgie, l'UIMM, donc l'organisation patronale de la métallurgie, discute avec la CGT Métallo, tu vois. Donc, et nous, dans cet univers-là, ça fonctionne parfaitement parce qu'ils ont une connaissance. Mais regarde, c'est pas étonnant. Mais peut-être, moi j'ai une illustration de ce dialogue vraiment fécond. On a résolu un nombre considérable de situations de travailleurs en situation irrégulière, mais avec un vrai contrat de travail. Et on est allé ensemble, patronat et CGT, main dans la main, dire mais ils ont un boulot. Ils sont déclarés, ils cotisent, et donc s'il y a bien un endroit où il faut normaliser les situations et certainement pas leur faire des problèmes, c'est bien là où l'intégration par le travail fonctionne. Et nous sommes totalement d'accord avec ça, entre patronat et CGT. Et peut-être juste sur l'évolution de la gauche, il y a finalement une dynamique plutôt de gauche que Macron a su capter, c'est la dynamique autour de la création d'entreprises, qui est une vraie dynamique de gauche. 1 million de créateurs d'entreprises. C'est la passion de Léonidas, mesdames, messieurs. Il revient toujours, voilà. Et c'est vraiment un peu comme un fan des Beatles qui, au bout d'un moment, forcément, va chanter Yesterday, tu vois. Tu peux pas. C'est moi, Yesterday. Là, quand même, au bout de 9 minutes de débat, tu fais fort, là, Léonidas. Tu te disais, il est en retard sur le rendez-vous, non? Je disais, on va peut-être passer au travers. Non, on n'est pas passé au travers parce que c'est véritablement une lame de fond et elle est au moins autant de gauche que de droite, voire plus de gauche que de droite. Alors, tu as vu que cette dynamique Mélenchon, alors ça m'intéresse évidemment, Mélenchon en a parlé lors de son meeting de Montpellier, et pour lui, ce sont les nouveaux esclaves. Voilà. Non, mais je ne te demande pas de commenter, mais simplement, dans le cadre de ton débat que tu anticipes avec Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr que ce soit très, très agréable. Eh bien, nous mettrons les situations très concrètes. On lui présentera de nouveaux esclaves qui créent des emplois, ont des projets extraordinaires et se lancent dans l'entrepreneuriat qui n'est pas la même chose que le capitalisme. Alors, super profit. Donc, le retour des super profits. 32 milliards d'euros de bénéfices pour les banques. Et donc pour le bonus de Philippe Wechter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais quand même, un niveau supérieur de 24% à celui d'avant-crise. LVMH, c'est 12 milliards d'euros contre 7 milliards en 2019. Total, donc c'est en dollars, c'est 16 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que d'ores et déjà, ça commence à monter. Rôle des aides d'État dans ce retour à meilleure fortune. Qu'est-ce qu'on en fait, Bénédicte? Qu'est-ce qu'on en fait? On distribue un peu aux salariés.
on distribue un peu au salaire. Qui sont déjà, alors, autre chiffre que je vous donne, qui sont déjà les plus favorisés de tous les salariés. Oui. C'est-à-dire que, donc rapidement, les grands groupes, 14% du PIB marchand, 16% de la masse salariale privée, 19% des prélèvements obligatoires et des salaires en moyenne 20% supérieurs à la moyenne. Je pense que ce débat n'est pas rationnel, qu'il est en fait totalement irrationnel et que la question c'est comment un petit nombre d'individus captent de la valeur. Quelle que soit la représentation qu'on a de ce que c'est qu'une entreprise, il y a des gens pour lesquels ça représente en fait une sorte de scandale. Et dès lors que ça représente une sorte de scandale pour certaines personnes, ça tue potentiellement le tissu, social. Et je pense qu'en tant que tel, c'est dangereux. Et donc, la question pour moi, elle n'est pas d'ordre théorique, économique, elle est d'ordre social. Et c'est la raison pour laquelle moi, je prône le fait que... Enfin, je prône pas, je n'ai pas de parole publique sur le sujet, mais si je pense qu'en fait, l'entreprise a une responsabilité politique et donc elle doit distribuer. Si on ne fait pas ça... Pouyanné a été un peu plus... Attends, je laisse finir. Pouyanné est d'accord avec toi, d'une certaine manière, mais il a distribué à ses clients. Ce que j'ai trouvé très spectaculaire comme geste, assez peu repris, parce que c'est Total, donc forcément ça n'intéresse personne, c'est le grand méchant. Mais enfin, quand même, alors c'est 5 € si vous faites un plein, je ne sais plus exactement, mais en gros, il donne la moitié de la marge de raffinage à ses clients. Voilà. Ça s'entend, ça s'entend. C'est intéressant. C'est pas inintéressant, effectivement. Moi, je suis sensible au fait que on donne à ceux qui ont l'impression, à juste ou à raison ou pas, d'avoir fait des efforts. Pour le résultat. Pour le résultat, et de considérer que les efforts réalisés méritent des contreparties qui ne peuvent pas aller sur la même tête. C'est juste ça. C'est en fait très simple. Enfin, c'est une question de justice de cours d'école. Mais dans les moments un peu compliqués qu'on est en train de vivre, c'est la justice de cours d'école en fait qui arbitre les grands débats aujourd'hui. J'ai l'impression. Je pense qu'il y a un principe que l'on a défendu depuis longtemps au Salétique, et j'ai vu qu'il avait été repris par Thibault Langsade, et ça me semble un principe extrêmement sain. On en reparlera après. Mais qui revient au même sujet. C'est qu'au moment où il y a de la distribution de dividendes, il devrait y avoir une sorte de prime. Et la question, pour moi, est de savoir comment on le répartit. Si on le répartit en salaire, ça veut dire que l'on impose une charge à l'entreprise qu'elle sera obligée de supporter même quand les résultats seront mauvais. Mais qu'en revanche, au moment où il y a une distribution de dividendes, il y a une distribution du prime à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, ça me semble parfaitement sain. Ça, c'est l'intéressement. Ça, tous les groupes du CAC 40 ont des dispositifs d'intéressement. L'épargne salariale. Oui, il y a plein de mécanismes qui le permettent. Mais Thibault Langsade, attends, parce que je veux entendre Philippe sur les super profits. Thibault, c'est autre chose, c'est sur les PME. Alors là, c'est un autre débat qu'on va avoir. Moi, je suis d'accord avec Léonidas sur le fait que c'est pas du salaire, parce qu'en fait, le salaire, c'est qu'on obère en fait le futur et on ne sait pas ce que le futur deviendra. En revanche, ça, c'est massivement fait dans les grands groupes. L'épargne salariale et l'intéressement, tous ont des dispositifs. Mieux c'est développé et mieux ce type de moment est vu sur le résultat de chaque salarié, et plus le climat social qui en découle, qui est source de tension, effectivement, est apaisé. Et ça me semble extrêmement sain et juste, et même économiquement rationnel. Philippe. Alors là-dessus, il y a deux horizons à avoir. On voit effectivement qu'en 2021, les taux de marge des entreprises, sociétés, est à un niveau historiquement élevé. Donc là-dessus, on peut expliquer par les aides d'État, par une reprise très forte. Enfin, on peut avoir tout un tas d'explications. Et donc, moi, il me semble qu'à court terme, il doit y avoir un repartage, effectivement, en direction des salariés. Le deuxième point, alors sous quelle forme? Je pense que la question de l'épargne salariale est une bonne forme pour le faire. C'est-à-dire que c'est un coup de pouce aujourd'hui, sans engagement dans la durée. Et proportionnel au résultat. Exactement. Non, mais c'est en cela que l'épargne salariale a quelque chose d'intéressant. Et ceci étant, dans le long terme, il ne faut pas non plus rentrer dans une logique dans lequel le taux de marge sortirait du cadre qu'on a défini par le passé. Et là, on a eu des chahuts terribles depuis 2 ans, mais on voit bien que le taux de marge est relativement stable pour les sociétés françaises, prises globalement. Et donc, il y a derrière, maintenant,
au-delà de l'aspect purement conjoncturel, des investissements considérables qui vont devoir être faits par les entreprises dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, l'arbitrage auquel on va avoir à faire face, c'est quels investissements on met en place pour que la SNCF, Total ou d'autres aient la capacité de satisfaire les engagements qui ont été pris sur la transition énergétique, au-delà d'un certain greenwashing qu'on voit ici et là. Et dans ce cadre-là, le partage de la valeur ajoutée devient beaucoup plus complexe parce que qu'est-ce qu'on privilégie ? Est-ce qu'on privilégie l'investissement qui va permettre d'arriver à quelque chose proche de la neutralité carbone en 2050 ou est-ce qu'on privilégie le pouvoir d'achat immédiat du consommateur en lui distribuant davantage de salaire, mais au risque de ne pas converger vers la neutralité carbone en 2050 ? L'investissement, les salariés le voient, sont capables de l'analyser comme des perspectives d'emploi s'il y a un enjeu industriel en fait derrière l'investissement. C'est-à-dire un investissement qui consisterait à acheter des boîtes à l'autre bout du monde, c'est pas considéré. En revanche, un investissement qui vise à développer un outil de travail dans la durée ou se positionner sur un marché dont ils ont bien conscience qu'il est à enjeu, ça a de la valeur pour eux. Et la combinatoire entre un investissement industriel et à côté de l'épargne salariale, c'est en fait un excellent moteur en fait de motivation pour des gens qui ont besoin d'être alignés. C'est ça qui est important. Je pensais à toi juste au lendemain de l'annonce du plan nucléaire par Macron. Le lendemain matin, Jean-Pierre Farandou était sur RTL. Et le pauvre, et donc Macron venait quand même de lâcher là des dizaines de milliards sur EDF, et lui venait en disant. Moi, il m'en faudrait 40 ou 50 quand même, si on veut que les trains continuent à rouler. Et il y avait là, juste, voilà, je referme la parencèse, mais quand ton actionnaire, c'est l'État, une espèce de concurrence d'investissement, de subvention qui est très, très compliquée à gérer. Après, si l'électricité est moins chère, le TGV en bénéficie, et pas que le TGV. Il y a beaucoup du réseau qui est électrifié, donc c'est aussi une source d'énergie. Peut-être revenir sur ce qui a été dit par rapport au temps, parce que la grande difficulté de ces résultats, et de la question de justice qui est posée, c'est de dire il y a des résultats aujourd'hui, ils sont exceptionnels, il faut les partager aujourd'hui. Et alors, toutes ces questions-là, elles se déclinent dans la durée. Et d'envoyer un signal au marché pour dire, en France, le capital est bien rémunéré, c'est une promesse pour l'avenir qui est absolument extraordinaire. Et nous avons besoin de relever les défis de l'avenir. Donc ça veut dire distribuer du dividende, Léonidas, pour être clair. Absolument. Ah bah oui. Et on en a besoin parce que nous voulons, et c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure certainement, que nous ayons des acteurs capables de concurrencer les GAFAM, mais ça demande énormément d'investissement. C'est très, très capitalistique comme industrie. Nous avons toute la transition écologique à faire. Nous avons des défis d'urbanisme colossaux. Nous avons des défis sanitaires qui sont colossaux pour lesquels il va falloir des investissements et on ne peut pas revivre ce qu'on avait vécu avec la pandémie. Donc tout ça, c'est énormément d'investissements et il faut que l'on soit capable de montrer que la France rémunère le capital. Alors je sais bien qu'il y a des tensions entre entrepreneurs et capitaux et c'est fréquent, mais il faut qu'on arrive à réconcilier cela. Et je crains qu'à vouloir régler la question de la justice le jour même, en quelques semaines ou quelques mois, ça obère la capacité à un bon partage. Bon, on avance un peu parce qu'on tombe sur la proposition de Thibault Langsade. Oui. Donc, grande admiration pour Thibault Langsade. Mais alors là, je suis tombé de ma chaise, Donc, interdiction. Et donc, on ne parle plus du CAC 40, là. On parle de l'ensemble des entreprises, ou même ETI, etc. Interdiction de distribuer du dividende si tu ne distribues pas en même temps ce qu'il appelle, lui, le dividende salarié, et donc un dispositif d'intéressement et de participation. Alors que si on veut éloigner le capital des entreprises françaises, il faut continuer comme ça. On va y arriver. Les enclenchements obligatoires sont toujours un peu terribles, en fait. Mais c'est plus que... J'ai vu que tu étais beaucoup énervé. Ah bah oui, non, t'as pas été au bout du truc, là. J'ai pas été au bout de l'obligation, je regarde l'obligation. Ah bah oui, mon ami. D'accord. Sinon, tout va très bien, il n'y a rien de nouveau, si tu veux. On la porte et il faut la faciliter. Il y a des gens très bien, d'ailleurs, qui travaillent sur l'épargne salariale et sur... Donc
et sur l'intéressement. Non. Il le rend obligatoire. Il rend obligatoire. D'accord. Donc Si là, nous distribution avons, de dividendes actionnariales, distribution de dividendes le salariés. principe est un principe très sain. L'obligation n'a aucun intérêt. Ouais. Non, De toute façon, ça- dès lors qu'il y a obligation, il n'y a plus d'incentive au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, dès que une Après, tu décision... peux faire valider. Oui, tu peux mais faire quand évoluer une, le montant, quoi, quand mais une décision est encore prise pire. par l'État, les salariés considèrent qu'elle leur est due et donc le bénéfice n'est plus attribué au management. Or, il faut donner des leviers en fait au management pour qu'il y ait une capacité d'engagement des salariés. Et de ce point de T'as vue-là, raison. ce qu'on pourrait se dire, c'est que le capitalisme pourrait redevenir un peu plus industriel ou un peu plus, un peu moins financier. Et en fait, le risque, c'est qu'il ne le devienne pas tant. Voilà. Non, mais J'ai pas compris. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens sont capables de faire le lien entre le travail qu'ils font et les décisions de l'entreprise, Ouais. tout va bien. Ouais. Quand l'investissement sert à acheter des choses qui sont loin de leur vision et qui ne sont pas capables en fait de se projeter leur travail sur ce qu'on a acheté dans la boîte, ils sont perdus. Et quand Ok. une entreprise achète loin des choses qui ne sont pas en rapport avec l'activité de chacun, en fait, elle n'envoie pas de signal d'engagement à ses collaborateurs. Voilà. Et tu peux avoir. Et je pense que le capitalisme qui a précédé le capitalisme financier était plus compréhensible pour les salariés qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais tu peux avoir aussi un conflit quand, à une autre époque, on va dire France Télécom, tu as une dette d'un tel poids que tu dois servir tes actionnaires Oui. pour qu'ils continuent absolument à soutenir l'entreprise. Et ça, c'est effectivement plus compliqué à expliquer aux salariés. Voilà. Certes. Que oui, on doit servir un gros dividende pendant que vous serrez la ceinture, parce que sinon, la dette est plus soutenue. Voilà. non, mais Ce qui est arrivé à France Télécom. ça, c'est un cas particulier. Ouais, il y en a plus que ça, Philippe, dans le private equity. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur le caractère obligatoire, on a tous les processus d'épargne salariale se sont largement adaptés à des entreprises de taille petite et moyenne. Il y a tout un tas de mesures qui ont été prises et la façon dont est gérée l'épargne salariale se fait sur des critères qui sont négociés entre les dirigeants de l'entreprise et les représentants syndicaux. Donc il y a cette dynamique collective qui est mise en place et qui peut, il y a des critères, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises pour inciter à faire ci ou à faire ça. Le caractère obligatoire casse complètement cette Oui, ce que dynamique. disait Bénédicte. Oui, non, mais c'est en Alors, c'est pas les complément. c'est pas les représentants syndicaux, c'est les représentants des salariés. Ils sont pas forcément syndiqués. J'y tiens. Oui. Après, ça dépend de la taille de Instance l'entreprise. représentative du personnel, Oui. ils sont pas Alors, forcément pour syndiqués. avoir conduit ces négociations, c'est extrêmement intéressant. Enfin, je trouve que c'est la négociation la plus gratifiante qui soit que de se dire comment s'entend-on pour, à quoi on arrive pour que le fruit du travail puisse être rémunéré, où est-ce qu'on met, quels sont les critères qu'on utilise. C'est extrêmement intéressant à faire. Sur quoi on est, est-ce que c'est des indicateurs de productivité, est-ce que c'est des indicateurs de satisfaction client, est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers des indicateurs, comment on les Et toi, quand tu dirigeais Transilien, tu étais indépendante là-dessus ou c'était une politique générale Non, SNCF? c'était une politique générale, mais quand j'ai été DRH de SNCF Réseau, j'ai conduit des négociations sur l'épargne salariale. Léonidas. Moi, j'ai une entreprise d'une dizaine de personnes, donc ce n'est pas le même type de négociation, mais le fait est que... C'est clair. Non, mais, oui, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant Ouais, c'est plus proche de la vie des vis-à-vis gens. des PME, parce que la question que l'on se pose quand on a une prime ou quand on décroche un nouveau contrat, et il y a toujours des primes données à mes collaborateurs et collaboratrices, la question de savoir comment on le répartit et comment tout le monde participe, même ceux qui n'étaient pas directement liés au dossier, parce qu'après tout, c'est la boîte entière qui a... Et le dosage, je trouve que c'est ce qui fait aussi que j'ai des collaboratrices qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, qui me supportent, et sur la durée. Et c'est très important, effectivement, dans l'esprit d'équipe et dans ce collectif que l'on forme tous ensemble. Dernier point, parce que alors on n'aura pas le temps d'en parler, mais vous regardez là toutes les propositions, je crois que c'est les Échos ce matin d'ailleurs qui résument toutes les propositions des différents candidats à la présidentielle pour le pouvoir d'achat. À chaque fois,
en fait, tu es obligé de sortir du pot commun des salaires pour avoir des primes défiscalisées sans charge, etc. Et je regardais, il y a en ce moment un important plasturgiste qui s'appelle Kemwan, où les gars sont en grève. Il y a pas mal de grèves sur des questions de salaire, hein, notamment secteur banque-assurance, tous les mutualistes là, qui nous donnent des leçons à longueur de journée, CNP, MMA, Massif, Matmut, etc. Il y a des tensions, non, Philippe Lefebvre, et voilà. Et donc, Kemwan, c'est intéressant parce qu'il y a un dispositif, il y a une prime donc, de participation de 14 000 € en moyenne. Bon, c'est un site industriel, les gars gagnent pas. Mais les syndicalistes, en fait, disent non, on veut du salaire. On veut du salaire sur lequel on cotise. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important dans notre système qui nous emprisonne d'une certaine manière, parce que sans cotisation, en fait... Sur les primes, il y a des cotisations. Hein. Oui, malheureusement, oui, il y a oui, le forfait social. Oui, il y a le forfait mais social. il y a des cotisations. Mais tu n'as pas de très cotisation lourdes. retraite. Tu n'as pas de retraite sur les primes. Il y a de très lourdes cotisations. Oui. Je ne sais pas les disséquer, mais il y a de très lourdes cotisations sur les primes. Tu n'as pas les retraites. Ah, sur l'intéressement, non, mais Non. sur les primes, Les primes, oui. c'est Oui, différent. oui, C'est différent. mais là, en l'occurrence, c'est les dispositifs d'intéressement. D'accord. C'est pas liquidable. Non, Oui. mais ce que je veux Non, dire, mais- c'est tout. Le système est un tel carcan aujourd'hui que tu vois tous les candidats. Je sais pas, sait Zemmour, c'est 3 mois de Non, mais prime. tout à Absolument. Pécresse, c'est tout défiscalisé au-delà de la 35e heure. Enfin, tous, en fait, sont obligés Essaye de sortir de ce carcan. mettre des effectivement. systèmes et Absolument. que les salariés, en fait, refusent, enfin, en partie, parce qu'eux veulent cotiser, parce qu'ils savent très bien que c'est du salaire différé. Donc voilà, c'était... Oui, enfin, je pense qu'il y a une part de pédagogie qui doit encore être faite sur ce sujet et que c'est principalement une volonté de refuser qu'une rémunération des salariés soit indexée sur le résultat. Et je crains que ce soit cela Aussi, ouais. le point principal de rupture. Et il y a notamment beaucoup de syndicalistes, et on a Oui, ces c'est- dialogues très fréquemment, qui disent on refuse catégoriquement que l'on nous donne des primes au mérite, qu'on nous donne des primes au résultat, que ce soit indexé. Il y a un égalitarisme C'est vrai. dans l'univers syndical qui est en octogonal par rapport Orthogonal. à, Orthogonal. octogonal Non, à moi, toute Truc de logique. polytechnicien. Non, non, Un mot, Philippe, oui, il faut qu'on fasse une pause. Non, mais je pense que là-dessus, il y a un vrai problème du niveau des salaires quand même. C'est-à-dire que la question de la prime, c'est bien, mais on voit bien que les primes peuvent être très flexibles. Et donc, en tant que salarié, c'est compliqué à gérer aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au-delà de l'effet cumul pour la retraite, etc., qui est favorable, hein, parce que le salaire ne baisse pas, la prime peut baisser. Et donc, dans l'organisation de chacun, c'est plus compliqué. C'est pour ça que le mécanisme Oui, est complexe. oui. Tu as raison, tu sais à quoi ça me fait penser le CICE et tout le combat gagné par le patronat pour transformer le CICE, qui était une forme de prime, en une baisse de charge pérenne. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Allez, on marque une pause.